l'audio, la radio, un vaste monde. On s'y perd un petit peu. La radio, comme je le disais, était le premier média, facile d'accès. Il y a encore quelques années, il y avait à peu près 80% des Français qui écoutaient tous les jours la radio. Ça a baissé un petit peu au profit de l'audio, justement. On est aux alentours de 60%, ce qui est quand même considérable. On va parler radio et on va expliquer comment aussi la radio se renouvelle dans un petit moment. Mais avant tout ça, j'aurais voulu une petite présentation chiffrée. Il y a un événement important qui va avoir lieu ce soir, InnovAudio. C'est la fête de l'audio digital et la fête de la radio. C'est organisé par l'ACPM, Médiamétrie et Kantar. Et ce que je voudrais un petit peu, Jean-Paul, c'est que tu nous expliques, tu nous l'as déjà un petit peu fait sur l'ACPM, mais pourquoi aujourd'hui l'ACPM, Médiamétrie, Kantar commencent à organiser des événements ensemble, avoir des stratégies de mesure, que ce soit sur le trafic, que ce soit sur l'audience commune. Voilà. Alors effectivement, donc je ne vais pas déflorer le discours de ce soir parce que c'est un petit peu la teneur de InnovAudio, effectivement pour la 6e année, va essayer de défricher un petit peu les nouvelles tendances et les innovations autour de l'audio, puisque maintenant on parle de l'audio avec un grand A. Dans l'audio, effectivement, il y a la radio. J'ai envie de dire traditionnelle, même si je déteste ce mot-là, c'est celle qu'on écoute sur les ondes. Mais depuis de nombreuses années maintenant, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la 10e année, c'est l'anniversaire, c'est les 10 ans de la certification du streaming à la CPM, c'est-à-dire où les premières radios diffusées en ligne, c'est-à-dire celles que vous pouvez écouter via votre téléphone, via votre box, via vos autoradios connectées, via vos plateformes de diffusion préférées. Donc en fait, tout ce qui est en plus de la diffusion classique hertzienne, ça fait 10 ans qu'on contrôle le nombre d'écoutes et la durée des écoutes. Et ça, aujourd'hui, et ça fait 10 ans que ça dure, c'est en très très forte progression. On est à peu près dans une proportion de 20% d'écoute digitale. Hein. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est effectivement Médiamétrie qui fait des études beaucoup plus globales sur le principe d'une étude, je crois, qui s'appelle Global Audio, qui permet d'avoir sur un panel représentatif de Français les différentes modes d'écoute. Effectivement, nous, pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est vrai que c'est très difficile à se figurer, c'est 240 millions d'écoutes chaque mois qui sont faites. C'est en progression de plus de 25% d'une année sur l'autre, donc c'est en très forte progression. Et là, on parle bien de l'écoute du streaming, c'est-à-dire d'un flux où vous n'influez pas sur le contenu, c'est pas vous qui choisissez, c'est un contenu qui est poussé par un éditeur ou par une radio. Pour vous donner un ordre d'idée, alors chacun y va de son chiffre, mais les radios traditionnelles, je sais pas, on peut dire 200, 300, 400 radios traditionnelles, après tout dépend de ce qu'on en compte. Aujourd'hui à la CPM, on contrôle chaque mois et chaque jour les chiffres de 1400 radios, plus de 1400 radios. Pourquoi ? Parce que dans les radios, il y a les radios que vous pouvez écouter effectivement sur les ondes classiques. Donc voilà, il y a des très belles marques ici et chacun a sa propre radio que vous écoutez dans votre voiture, sur votre poste classique. Et le digital a permis de décliner quasiment à l'infini les contenus et les radios. C'est ce qu'on appelle les web radios ou les radios digitales. C'est-à-dire que il y a la radio, il y a France Inter, il y a Radio Nova, il y a voilà, il y a RMC que vous pouvez écouter aussi bien sur la radio traditionnelle que en ligne sur votre téléphone. Et puis après, donc ça c'est la radio, ce qu'on appelle simulcast. Voilà, c'est pas très beau, mais c'est la radio. Et après, ces grandes marques de radio ont décliné quasiment sans contrainte, là où il y avait beaucoup de contraintes. Et je sais que vous êtes des experts. Il y a beaucoup de contraintes de créer sa radio. Encore aujourd'hui sur le traditionnel, sur le hertzien. En revanche, sur le digital, on sait que c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouveaux acteurs, justement, qui sont arrivés. Je pense à Public Santé, par exemple. Par exemple, il y a de nombreux acteurs qui se sont créés. Voilà, si on dit qu'il y a 400 radios à peu près sur le monde classique, on va dire, et qu'on en contrôle 1400, on peut faire un tout petit ratio, mais déjà, on voit que c'est beaucoup plus important. Et c'est effectivement ce qu'on appelle des web radios, puisque soit on peut décliner des marques existantes. Donc, je dis n'importe quoi, j'ai l'habitude de prendre l'exemple de Energy Justin Bieber, c'est-à-dire que vous allez écouter Justin Bieber toute la journée. Bon, faut aimer, après chacun son truc. Mais
Mais donc ça, c'est une déclinaison, mais aussi il y a des créations. Et on en reviendra pour les podcasts, mais en fait, le format audio, qu'il soit en streaming live ou en replay, ou enfin, c'est-à-dire un format qui est consommé à la demande, en fait, ça a laissé libre cours à la création quasiment sans fin et avec une offre pléthorique. Effectivement, des acteurs qui sont créés avec des services qui n'auraient pas été quasiment possibles sur la radio traditionnelle. Public Santé, c'est effectivement des courts messages à destination du monde médical, mais aussi des patients un petit peu très concernés par les problèmes de santé. Et vous allez avoir sur 4 minutes, sur une maladie, je vais vous éviter les détails, mais sur une maladie ou sur une posologie ou des choses comme ça. Vous avez effectivement des radios sur les autoroutes, vous avez des radios sur des marques bien précises, vous avez des radios sur des contenus très précis. Effectivement, là où l'on voit des écarts par rapport à une radio classique, où on va l'écouter pendant de longs moments et le laisser effectivement en écoute, j'ai envie de dire passive, là c'est des écoutes qui sont beaucoup plus courtes. Et hyper ciblées. Et hyper ciblé forcément quand voilà, on parle de médical, enfin de tout ce qui est professionnel, forcément on est sur du super ciblé, sur, je sais pas moi, on peut imaginer, je les connais pas toutes, hein, les 1400 bien sûr, mais bien évidemment une radio que sur Mozart, une radio que sur du contenu, je sais pas, les sports d'hiver, ça arrive, enfin voilà, on peut tout imaginer où il va y avoir une curation, une compilation de contenus qui vont être destinés à ça. Et donc, effectivement, bon, à part si vous êtes un très grand passionné, vous n'allez pas écouter ça pendant 2h30. Vous allez l'écouter sur une courte période. Alors voilà justement un beau panorama pour le linéaire. Donc la radio en continu, qu'elle soit hertzienne ou digitale. Exactement. Et puis est arrivé ce fameux podcast qu'on doit à Apple à la base. Exactement. J'ai plus les chiffres, mais c'est début 2000. À l'époque, on a des iPods. Les iPods ne sont pas connectés, sauf que quand vous trouvez une borne Wi-Fi, effectivement, vous pouvez aller télécharger des contenus. Et après, vous pouvez vous déconnecter et partir un peu en balade pour écouter vos contenus quand vous le voudrez. Et donc, le podcast a été développé pour cette écoute un petit peu nomade et donc non connectée. Sauf qu'aujourd'hui, on est tout le temps connecté. Donc effectivement, c'est la particularité du podcast. On est tout le temps connecté, on a des outils, et l'iPhone a remplacé l'iPod, et les téléphones en général, et donc du coup, on pourrait télécharger du contenu partout. En revanche, le podcast, il a un format, mais ça, il y a des grands spécialistes à qui je laisserai la parole, a un format qui est différent. On a une expérience qui est différente que de l'écoute en ligne, que de la consommation un peu temps réel, on va dire. C'est autre chose, mais ça, c'est pas à moi, c'est les éditeurs et les studios qui en parleront le mieux. Et donc, on pourrait, si on schématise un petit peu pour donner la big picture de l'audio et en fait de cette transformation digitale, où j'ai envie de dire de cette diversification digitale, parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire que les radios existent toujours. Effectivement, il y a une petite décroissance, mais j'ai envie de dire malheureusement, comme sur tous les médias traditionnels, hein, on mesure la presse, on le voit bien aussi. En fait, c'est plutôt un élargissement du périmètre, puisqu'aujourd'hui, on touche plein de gens, encore plus de gens qu'avant, parce qu'avant, il y avait des gens qui avaient pas de poste de radio, maintenant ils ont tous un téléphone, donc finalement on élargit l'audience, mais c'est des grosses transitions, c'est des grosses transformations, et l'enjeu c'est la valeur, mais ça c'est peut-être un autre moment qu'on parlera de ça, mais tout ça pour vous dire que logiquement, comme sur la télé, comme sur la presse, eh bien l'audio, finalement la radio, a créé son format on-demand de replay finalement, c'est-à-dire un format que je peux écouter à un autre moment. La télé, ça fait quelque temps qu'effectivement on a la possibilité de voir le replay d'une émission. Eh bien au début, le podcast, ça a servi à ça. Il y a de très bons, et forcément le podcast de replay c'est massif, c'est les gros barnums, les gros programmes qui effectivement sont très écoutés. En revanche, ça a donné lieu à une formidable créativité de contenu, de nouveaux podcasts, de nouveaux studios qui ont apporté une offre pléthorique qui s'adapte effectivement à chaque demande de marque, d'utilisateurs, de consommateurs, et c'est ça qui est génial puisqu'il y a moins de contraintes. Du coup, en fait, on a le live finalement d'un côté, qu'on l'écoute sur le digital ou sur le hertzien, et puis on a le replay qui est beaucoup et de plus en plus consommé sur le téléphone. Et voire même le natif aussi, dans certains cas. Et le natif, finalement, c'est juste le format replay qui a été utilisé justement
pour proposer d'autres choses. C'est que ça serait quand même dommage d'avoir cette diversification digitale et toute cette possibilité du digital pour pas créer des nouveaux contenus. Ça serait dommage. Et donc, c'est ce qu'ont très bien fait les studios de podcast natifs. Donc, si je synthétise en une phrase, on a donné plus de choix aux auditeurs. Exactement. Et la première marque qui s'est réinventée autrement, qui s'est même développée grâce au digital, c'est Radio Classique. On va laisser la directrice générale adjointe en parler, Prune. Radio Classique, à la base, c'était une radio qui avait peu de fréquences FM. La FM est saturée. Il a fallu se développer, donc c'était un premier pan du développement de votre numérisation de la marque de Radio Classique, et puis aussi après tout sur la partie digitale, sur la partie streaming et sur la partie podcast. Je vous laisse présenter un peu votre entreprise. Merci. En effet, nous on joue sur un territoire donc Radio Classique, une radio qui est positionnée en 4 piliers, donc l'information, l'économie, la culture et la musique classique. Et donc, on a 1 million d'auditeurs quotidiens. Et en effet, vous faisiez allusion, je pense, à la transition vers le DAB+, puisque donc, nous jouons dans un territoire fini, qui est la FM, et dont la bande est quand même saturée. Et donc c'est très difficile d'obtenir des nouvelles fréquences. Et donc pour nous, il y a une nouvelle technologie là, qui entre en jeu et qui sera normalement semi-transparente pour vous, qui s'appelle le DAB+, et qui va nous permettre d'élargir notre conquête du territoire, de conquérir de nouvelles audiences et surtout de jouer à armes égales avec nos concurrents. Pourquoi ? Parce que ce sont des multiplexes métropolitains, donc c'est en gros les radios nationales se regroupent en 2 multiplexes, donc de 13 radios chacune, et donc on va toutes couvrir le même territoire, donc ce qui va permettre d'homogénéiser la puissance de chaque radio. Donc ça c'est un peu pour la partie support. Donc ce DAB+, il est déjà installé dans toutes les voitures qu'on achète depuis 2020. Donc pour ceux qui ont des nouvelles voitures, vous avez la possibilité d'expérimenter l'écoute en DAB+, qui est d'une qualité proche du CD, donc un très bon son, et qui améliore la mobilité, en fait, la continuité d'écoute, sur l'autoroute. Donc aujourd'hui, l'axe qui est disponible. Alors, je fais une petite précision parce que je parle beaucoup des radios nationales, mais il y a déjà le DAB+ local. Mais bon, je le mets de côté parce que nous, on est une radio nationale. Et donc aujourd'hui, le multiplex national, il est développé entre Paris et Marseille. Donc voilà, votre chemin vers le bord de la mer se passe normalement bien. Et à partir du premier trimestre 2024, il y a la phase 2. Donc ça sera en gros les grandes autoroutes en forme octogonale, on va dire, de la France. Donc ça, c'est pour le support. Donc il y a le support, il y a le hertzien, il y a le numérique avec le DAB+, mais il y a aussi l'enjeu, comme vous le disiez très bien, de la transformation des usages. En fait, les gens, nous, parce qu'on est tous pareils, on écoute la radio, en effet, sur notre poste de radio, mais aussi beaucoup maintenant via différents supports. Donc le téléphone, les enceintes connectées, le DAB+, le poste FM, et il y a tout un tas de supports qui nous permettent d'écouter la radio. Et aujourd'hui, l'enjeu des radios, c'est d'arriver à être présent en fait sur tous ces supports pour améliorer la visibilité de la marque et conquérir de nouvelles audiences qui sont souvent plus jeunes, puisque les nouvelles pratiques d'écoute sont plébiscitées par les plus jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les podcasts ont une moyenne, les gens qui écoutent des podcasts sont plus jeunes que ceux qui écoutent les médias traditionnels, et ceux qui regardent les vidéos ça c'est un point important, sont il faut encore le souligner. plus jeunes. La nouvelle génération consomme moins la télévision, consomme moins la radio, donc c'est impératif de se réinventer. Exactement. Il faut absolument se réinventer pour faire perdurer nos marques. Et comme vous le disiez, l'offre s'élargit, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais du coup, pour les médias traditionnels, l'enjeu, c'est de continuer à exister et d'être une marque connue, reconnue et suivie. Donc il faut créer du lien avec nos auditeurs, donc à travers les différents formats et notamment le podcast. Donc chez Radio Classique, on est très bien placé dans les podcasts, puisqu'on est
la 6e ou 7e marque selon les mois de podcast. Ce chiffre est largement porté par le podcast de Franck Ferrand, que vous connaissez peut-être, que je vous invite à écouter, qui a 5 ou 5 millions et demi selon les mois, pareil, d'auditeurs. Et ensuite, on a le podcast natif donc de Elodie Fondacci, qui s'appelle Les Histoires en musique et qui est à destination des enfants. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier entre la distinction du natif ou non natif. Le non natif, donc c'est ce qu'on peut appeler le replay. Donc, c'est une émission qui a été diffusée à la radio et qu'on peut réécouter à la demande. Et le natif, c'est un podcast qui n'est pas intégré dans un flux et qui se réécoute dans une écoute plus personnalisée et qui correspond plutôt à une écoute à la demande. Voilà. Est-ce que je parle... C'est parfait, ça me fait ma transition. Juste une petite précision. Est en train d'arriver en France un phénomène qui était plutôt américain jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'effectivement le natif n'était pas et n'avait pas vocation à être une émission de radio, à la différence des États-Unis, où les producteurs de podcasts, les podcasteurs sont diffusés par des radios, parce qu'aux États-Unis sont essentiellement des radios locales, et en France c'est France Inter qui a ouvert la voie avec ça, en diffusant sur sa grille d'été les podcasts historiques de Philippe Collin. Donc ces podcasts ont été construits sur une durée qui est celle des émissions de radio, plus ou moins 52-53 minutes, et pour la première fois, des podcasts natifs sont devenus des émissions de radio. Et d'ailleurs, le numéro 1 au niveau du podcast, je parle sous ton contrôle, c'est France Inter. C'est le groupe Radio France, qui est le premier producteur de podcast en France, qui est arrivé très tard sur le podcast. Et moi, je me souviens, j'y étais encore quand les premiers journalistes s'adressaient à leurs directeurs ou directrices respectifs en disant « je veux faire du podcast ». La réponse, c'était « non, mais t'es gentil, mais… Voilà, notre métier c'est la radio, le podcast, on laisse ça aux gens qui veulent s'amuser. Et puis ils ont compris qu'au bout d'un moment c'était quand même un marché qui s'ouvrait et surtout c'était le moyen d'offrir une seconde vie à une audience qui s'érode quand même, s'agissant du média radio, de 1,5 million d'auditeurs par an. Donc chaque année, ce sont 1,5 million d'auditeurs qui désertent définitivement la radio. Donc le groupe Radio France a compris un peu tard que c'était une planche de salut, mais avec la puissance de feu de Radio France, c'est devenu le premier producteur de podcast. Tu m'as trouvé une transition toute faite, tu parlais de nouvelle vie. Toi, c'est 35 ans de radio, dont 27 ans de Radio France. Tu as lâché tout ça pour te jeter dans l'aventure du podcast. Oui, un peu contraint et forcé après un burn-out, mais ça montre qu'effectivement, il y a une nouvelle vie à la fois pour la radio et à la fois pour les gens qui la font. Et moi, je me suis lancé effectivement sur un modèle qui n'est pas celui des podcasteurs qui vont produire des podcasts sur les sujets qui les passionnent. Ils sont des hyper spécialistes d'un sujet et cherchent ensuite un modèle économique pour vivre de leur podcast. Moi, je me suis lancé sur une niche, qui est la niche du brand. En gros, produire des podcasts à la demande pour des entreprises et d'abord et beaucoup pour de la communication interne, puisque la période Covid a ouvert la voie à la création du podcast interne d'entreprise qui a été pour beaucoup d'entreprises le moyen de garder le contact avec leurs salariés, avec leurs partenaires, avec leurs clients, avec leurs prospects. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans le podcast de manière un peu artisanale pendant les différents confinements, et puis qui après ont décidé d'y aller de manière un peu plus professionnelle. Et le moyen d'y aller de manière professionnelle, c'est de confier la création des podcasts à des gens de radio, puisque le podcast c'est de la radio, délinéarisé, mais c'est de la radio avec tous les codes de la radio, d'écriture, de reportage, de captation du son, de travail du son, de rythmique, de la réalisation, etc. Et donc il y a des entreprises qui s'y sont mises au podcast de manière assez massive, et le podcast d'entreprise permet d'explorer tous les formats de narration qui sont ceux de la radio, la narration simple sur des formats courts, l'interview, la table ronde, le reportage en immersion, la fiction, le docurama, etc. Et tous ces formats-là sont exploités aujourd'hui beaucoup par des très grandes entreprises. Je peux vous citer Chanel, le groupe Leclerc, le Crédit Agricole, Transilien SNCF. Voilà, ce sont des entreprises la Caisse des dépôts, sont des entreprises qui investissent massivement dans le podcast de communication interne. Le podcast, ça devient aussi aujourd'hui un média de formation professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des formations par le podcast et dans des formats qu'on appelle blended. On descend l'information de la formation par le podcast. On réserve le présentiel pour la mise en situation, le feedback, et on fait un petit rappel, une petite piqûre de rappel par le podcast et des parcours de certification sur le téléphone portable. Donc aujourd'hui, on fait de la formation professionnelle par le podcast. Ça permet d'aller toucher des collaborateurs plutôt nomades,
qui ont envie de micro-formation et qui vont aller utiliser du temps qui était jusqu'à présent du temps entre guillemets, entre très gros guillemets, mort, ce que Patrick Lelay appelait le temps de cerveau disponible, en parlant des pages de pub de TF1. Mais là, le podcast, c'est pareil. En fait, les entreprises pushent le podcast chez leurs collaborateurs, évidemment sur le temps de travail, c'est la loi, mais se rendent compte que les collaborateurs vont écouter les podcasts de Cominterne ou vont suivre les formations par le podcast en dehors des heures de travail, dans les temps de transport, le soir à la maison, le matin après le petit-déj, etc. Voilà, donc c'est toute cette vie du podcast interne à l'entreprise qui offre aujourd'hui des opportunités formidables. Avant de laisser la parole à Katia de Louis Média, je voudrais juste pointer un phénomène assez incroyable par rapport au podcast et de revenir un peu sur Radio France et notamment sur France Culture. France Culture qui a une audience assez faible, mesurée par Médiamétrie en FM. Oui, enfin c'est quand même un peu plus de 3 points. Hein. Oui, mais par rapport au nombre de fréquences, on oui, va dire bien que, sûr. Ouais. Voilà. Alors que dans le digital... Et c'est impressionnant. L'audience, enfin le trafic sur les podcasts de France Culture, c'est assez énorme. C'est un phénomène mais incroyable. Ça fait revivre l'ensemble des contenus de France Culture, bien y compris le contenu patrimonial. Hein. Exactement, et des archives. Des nouveaux acteurs. Donc, Gilles, tu fais partie des nouveaux acteurs. Alors, vous êtes vraiment une nouvelle actrice à travers Louis Média, parce que c'est une plateforme qui est connue véritablement par tous les professionnels, toute récente. Toute récente, on vient de fêter nos 5 ans. 5 ans, donc... Je me disais en écoutant tout le monde qu'il s'en était passé des choses en 5 ans sur ce marché, c'est assez fantastique. Ouais. Et alors vous, c'est pareil, en 5 ans, quel parcours, avec en plus déjà des mouvements capitalistiques. Je sais que ce n'est pas ça que vous vouliez évoquer particulièrement, mais ils ont intéressé quand même Louis Média, des gens comme CMI Média. Tout à fait. Et alors, pour commencer, je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit. On a beaucoup parlé de radio et du fait que le podcast peut être une évolution de ce marché-là. Mais une des spécificités qu'on a chez Louis Média, c'est que nous, on est 3 associés, on est toutes les 3 issus de la presse. Et donc, je veux dire que le podcast, c'est de la radio, mais c'est aussi de la presse. Et une des spécificités qu'on a, nous, chez Louis Média, c'est qu'on est arrivé avec un savoir-faire. Mes associés sont journalistes de formation. Elles ont fait toute leur carrière dans des médias presse et digital, presse, et elles ont vu ce marché du podcast natif qui se crée comme une opportunité de raconter des choses, d'aller peut-être un petit peu plus loin. Et de la même manière, moi avant je travaillais dans un grand média de presse, et quand j'ai vu le podcast arriver, pour la première fois, je voyais le digital comme une possibilité d'enrichissement du contenu et pas comme un appauvrissement du contenu, ce qu'on reprochait beaucoup au digital. Et donc c'est vrai que c'était une opportunité qui était assez fantastique. Et aujourd'hui, si le podcast natif, il a des taux de mémorisation sans commune mesure, il a un engagement sans commune mesure, parce qu'on n'a pas parlé des taux d'écoute, mais si on compare aujourd'hui les durées d'écoute de la radio et aujourd'hui du podcast natif, ça n'a rien à voir, la cible est différente, et il y a aujourd'hui, on parlait de confiance, le podcast vient de dépasser la radio en termes de confiance, et ça, je pense que c'est un totem, voilà. Et ça place l'audio devant tous les autres médias, d'ailleurs. Exactement. Donc c'est vrai que chez Louis Média, on s'est créé sur cette écriture narrative avec la volonté donc de créer un nouveau média qui naissait de cette opportunité. On avait des radios qui s'adressaient au plus grand nombre. Là, l'idée, c'était de donner la parole à tous ceux qu'on n'entend pas habituellement pour raconter la société différemment, en remettant les histoires et en remettant les témoignages au cœur du récit. Donc on a, notre ligne éditoriale, c'est raconter le monde, c'est faire ressentir le monde à travers un savoir-faire sur les histoires vraies, sur l'écriture narrative. L'écriture narrative, je dirais que ça intègre à la fois des compétences en termes de documentaire, en termes de format de reportage, aussi en termes d'interview, mais de l'interview à forte valeur ajoutée, si je peux préciser ça comme ça. Et on a ce savoir-faire sur l'audio avec un véritable engagement sur la qualité d'enregistrement qui est très importante pour nous, puisque plus on a un contenu qualitatif à l'oreille, plus les durées d'écoute sont importantes. Et donc c'est vrai que par rapport, nous, à nos je dirais, formations et parcours d'origine, très tôt, on s'est mis à collaborer avec des médias, beaucoup de médias presse, puisqu'on a cette double activité. À la fois, on a développé notre savoir-faire éditorial de production et de distribution et de monétisation sur la marque Louis Média. On a une agence qui s'appelle Louis Créative,
Livre, c'est la même équipe qui met tout son savoir-faire, éditorial, technique, de production, de diffusion, au service de nos partenaires. Et aujourd'hui, on collabore avec une vingtaine de titres de presse, de médias général, audiovisuels et radiophoniques. Alors, vous l'avez bien précisé, vous venez de la presse. Le mode d'écriture n'est pas les mêmes, et on fait des phrases plus courtes, on évite les subordonnés, enfin il y a plein de petites règles comme ça. Il faut savoir que la presse a 2 méthodes pour produire de l'audio, avec un logiciel qui fait du text-to-speak. Vous allez nous en parler un petit peu et nous dire si c'est une tendance pour vous qui va durer ou pas, parce qu'aujourd'hui, il est clair que la presse en profite pour exploiter encore mieux leur contenu. Ils ont à peu près, je crois qu'à la Tribune, c'est 20 ou 30% d'audience supplémentaire sur chacun des articles. Et vous êtes passé vraiment sur le mode radio où vous reconstruisez complètement le module. Alors, nous, effectivement, on accompagne les marques plutôt dans cette logique de création, de trouver une voix qui va être propre à cette offre podcast. Aujourd'hui, on travaille avec des médias qui ont déjà des lignes éditoriales print, digital, écrit, et qui doivent trouver cette voix. C'est pas seulement trouver un son, c'est aussi trouver une tonalité, un style d'écriture. C'est aussi accompagner ces journalistes, ces rédacteurs en chef dans les spécificités de l'écriture podcast. C'est vrai que parfois on dit que le podcast natif il est plus lent, il est plus posé que le rythme de la radio. Donc c'est vrai que c'est des choses qu'on construit et qu'on construit de manière, encore une fois, sur mesure. Ce qu'on fait sur Louis Média, c'est pas ce qu'on va faire avec Le Figaro, Canal+, Melty, RTL, etc. On va les aider à trouver leur propre singularité dans ce paysage. Voilà, et on parlait de tous les automatismes, éventuellement transformer des contenus texte en audio. Il faut de tout pour faire un marché, il faut de tout pour faire une offre. C'est-à-dire qu'encore une fois, si une marque a des contenus extraordinaires et qu'elle peut faire de l'audio lu, ça peut être très bien, il faut juste qu'il y ait une stratégie globale. Et parfois, très souvent d'ailleurs, on est sollicité par des marques issues de l'audio qui veulent revaloriser aussi leur offre. C'est-à-dire qu'ils ont déjà une offre très importante en replay, ils ont une offre très importante sur de la génération automatique de contenu via des robots, mais ils n'ont pas trouvé cette voix, ils n'ont pas trouvé cette singularité. Et donc quand on va s'adresser, notamment je pense aux annonceurs, et qu'on va essayer d'expliquer qui on est dans ce paysage audio, il faut cette singularité. Parfois, il ne faut pas produire 10, 15, 20 contenus. On peut démarrer avec un. Je prends le cas de Madame Figaro. On produit pour eux Scandale depuis maintenant 2 ans. C'est un podcast qui fait plus de 600, 700 000 écoutes chaque mois. Et aujourd'hui, ils sont véritablement reconnus dans l'industrie audio-digitale avec ce format-là. Ça a été aussi la définition, ça a été un accompagnement des journalistes, parce que c'est très important que ce nouveau média il soit aussi porté par les rédactions d'origine, si c'est possible, d'un point de vue, par exemple, de temps, de moyens. Mais ça veut dire les accompagner, parfois les coacher pour trouver leur voix, leur rythme et surtout leur écriture. Parce que une des spécificités aussi, vous le voyez si vous écoutez souvent du podcast natif, c'est que on demande aux hosts, aux présentateurs de se mettre en scène. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va avoir une émission à la radio très puissante, le jour où on va lui demander de parler de lui à la première personne et de se raconter et de raconter là où il est, ça peut être un exercice qui est très déstabilisant. Donc nous, on va aller apporter cette petite couche de spécificité native et accompagner des médias, des institutions, des marques dans cette construction-là de leur singularité podcast. Dans une étude de Médiamétrie, au mois d'octobre, Médiamétrie annonçait 184 millions de podcasts français consommés, ce qui est absolument énorme. Alors on voit bien qu'il y a différents types de podcasts, je ne vais pas revenir Gilles sur ce que tu as dit. Il va se poser un problème assez rapide, il va falloir mesurer tout ça pour y mettre une économie, parce qu'autant l'économie de la radio s'appuie sur Médiamétrie avec des études maintenant qui ont fait leurs preuves depuis déjà des années. Là, on voit qu'on a presque plus de podcasts qu'on a de demandes de podcasts, même peut-être. On en est où sur ce point-là, au niveau du trafic du podcast, de la mesure de podcast, sachant qu'il va regretter que Médiamétrie... Non, mais moi, je peux juste dire quelque chose. J'en ai marre qu'on dise qu'il n'y a pas de marché dans le podcast. Parce que vraiment, vous prenez le top 15 de la CPM, je peux vous dire que tout le monde est plein, quoi.
Et ils gagnent bien leur vie. Et il y a des podcasts rentables, etc. Mon but, c'était Après, de vous faire réagir il y a aussi. une diversité de podcasts. Et voilà, il faut atteindre une certaine audience pour être aujourd'hui monétisé en termes de podcasts. On parle quand même d'un marché depuis 5 ans. Évidemment qu'il y a des hauts et des bas. On a eu le Covid, la guerre en Ukraine. Tout le monde a eu des hauts et des bas. Et c'est vrai qu'on parle quand même d'un marché, pour les acteurs natifs en tout cas, qui, contrairement à tous les autres acteurs médias et culturels français, se sont développés sans aucune aide des pouvoirs publics. Donc franchement, voilà. Alors Katia, je vais reformuler ma question. Le podcast a trouvé son économie, mais pour générer son économie, il faut générer une audience. Non mais Comment fait-on une audience avec des éléments délinéarisés comme cela ? c'est pas pour moi alors. Moi je fabrique pas les audiences, je les mesure. Non mais effectivement le podcast c'est quasiment le dernier né. Donc on peut pas attendre d'avoir une structure d'un marché publicitaire de la presse qui a 250 ans, on va dire 100 ans au niveau de la publicité, ou la télé qui a 40 ans, etc. D'un nouveau format qui est en train d'exploser. Et puis c'est normal, c'est-à-dire que il est normal déjà, on va dire, d'atteindre des certains niveaux pour commencer à intéresser, ou en tout cas à passer le radar des annonceurs. C'est-à-dire qu'il faut que tout ça se mette en place. C'est d'ailleurs, on va dire, un petit peu la croix des éditeurs de contenu et des médias. C'est qu'au début, il y a pas une traversée du désert, mais il y a quand même de l'évangélisation forte, du don de soi, parce que au début c'est à fond perdu, c'est bien évident, mais comme beaucoup d'industries. Donc en revanche, pour venir sur la presse, et je pense que c'est ça qui fait l'intérêt du podcast, c'est-à-dire que sur le streaming radio, finalement, effectivement, il y a eu des créations, mais ça reste la radio, finalement, c'est le savoir-faire de la radio. Le podcast, pourquoi la CPM, ex-OJD 1923, donc la presse, on est vraiment dans la presse. Pourquoi la CPM s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire sur les podcasts ? Parce que bien évidemment, et moi j'adore les images, c'était un peu le rêve de Gutenberg qui était possible là. C'est-à-dire que du jour au lendemain, en fait, l'écrit pouvait devenir audio. Et c'est ça la force du podcast. Et donc du coup, on a mis tout le monde autour de la table, et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire la presse, la télé, la radio et ce qu'on appelait les pure players, puisque je commence à être vieux, donc les pure players de l'époque, donc c'est-à-dire ces nouveaux acteurs qui sont créés du format. Et en fait, c'est global. Le podcast, effectivement, on parle d'audio, mais c'est pas des radios. C'est-à-dire que les radios se sont emparées pour faire leur replay, et ça, ils ont bien sûr totalement raison, et on voit que les chiffres sont très bons, mais en revanche, c'est un nouveau format à part entière, et ça intéresse tous les médias. La télé se met au podcast parce que vous n'avez pas besoin de regarder. Et malgré tout, nos voitures ne conduisent pas encore, malgré ce qu'on nous vend depuis des années, ne conduisent pas encore tout seuls, et donc du coup, pour même écouter une émission, il ne faut pas la regarder, il faut l'écouter. Donc, juste pour la mesure d'audience, alors, Médiamétrie, j'y travaille pas, c'est nos partenaires, et j'aime beaucoup travailler avec eux, et je pense qu'on a encore plein de belles choses à faire, qu'on fait déjà, et on va encore faire plein de belles choses. En gros, Médiamétrie est le spécialiste et l'expert de la mesure d'audience, celle qui mesure la couverture, celle qui mesure le profil des auditeurs, etc. Aujourd'hui, la digitalisation des médias permet d'en mesurer la diffusion, c'est-à-dire la quantité réellement consommée en volumétrie. Et ça, c'est nouveau. La presse l'avait historiquement, puisqu'on avait la mesure de la diffusion, le nombre d'exemplaires et le nombre de lecteurs, puisque vous pouvez avoir plusieurs lecteurs derrière un exemplaire, et c'est exactement pareil. Maintenant, la capacité des médias digitaux permet d'être encore mieux mesurée. Je pense que les mesures dont tu parlais, donc l'ancienne 126 000, IR maintenant, sont justement des mesures très abouties pour les médias, enfin les formats traditionnels de l'audio, et je pense qu'aujourd'hui il y a une révolution à faire. Il y a une révolution à faire chez les instituts de mesure, il y a une révolution à faire, et je crois que Médiamétrie a déjà commencé, il y a une révolution à faire chez les organisations de dénombrement et de contrôle, et peut-être conjointement d'ailleurs, en proposant des choses conjointes, parce que il est maintenant très compliqué de croire qu'avec une solution un peu traditionnelle, historique, on va résoudre la problématique qui est qu'aujourd'hui, chaque personne ici dans cette salle a une consommation distincte les uns des autres. Alors qu'avant, vous regardiez TF1 ou vous écoutiez, je vois Europe 1, RTL, Radio Classique, etc. Aujourd'hui, on a tous, parce qu'on peut l'écouter quand on veut, au moment où on veut, selon nos conditions, selon nos vies, etc. Et là où il y a encore 20 ans,
c'est pas vieux, hein, où il y a encore 20 ans, finalement, on était tous assez formatés. Il y avait 6 chaînes, je thématise, 6 chaînes de télévision, une vingtaine de chaînes de radio nationales. Et donc, du coup, c'était assez facile grâce à une approche panel de déterminer la consommation globale. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Et donc, du coup, il y a ce dont on parle, c'est l'hybridation, c'est-à-dire, en fait, finalement, utiliser des données de diffusion de quantité et des données d'audience et d'essayer de faire, d'avoir une vision la plus globale possible. Mais on comprend très nettement qu'aujourd'hui, il devient très compliqué de mesurer l'écoute de chacun des individus parce qu'elle est différente. Vous faites ce que vous voulez avec votre téléphone, vous téléchargez ce que vous voulez avec votre téléphone, vous êtes plus soumis à la zappette ou au bouton de réglage des fréquences. Vous faites ce que vous voulez et vous l'écoutez quand vous voulez puisque chaque média propose cette possibilité. Et donc la révolution, elle est à venir, ça en termes de mesures. Nous, on est un tout petit acteur dans cet écosystème, mais on sera ravis de fournir des données, la CPM en tout cas, des données dures, ce qu'on appelle les données de dénombrement, donc le squelette finalement de la donnée, parce que c'est là-dessus qu'il faudra articuler les mesures d'audience, savoir qui sont les gens derrière, combien ils sont derrière. Parce que sur un poste de radio, quand il est dans un restaurant, il peut y avoir plusieurs personnes derrière. Quand on est dans un foyer, il peut y avoir plusieurs personnes derrière, etc. C'est vrai que pour le podcast aujourd'hui, c'est moins le cas, et c'est toute cette spécificité, c'est-à-dire que le podcast a une expérience one-to-one avec son auditeur qui est certainement de loin la plus exclusive, parce que vos podcasts, dans la très grosse partie, vous l'écoutez sur votre téléphone et avec un casque. Voilà. Un petit mot pour Radio Classique au niveau de la commercialisation, puisque vous êtes de chaque côté, on va dire du côté du média traditionnel et du côté des nouveaux contenus. Au niveau de la commercialisation, c'est la même régie ou c'est des acteurs différents? Comment ça se passe? Oui, pour nous, la commercialisation se fait par les mêmes régies, enfin la même régie d'ailleurs sur la radio et sur l'audio. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que en fait, il y a en effet, le podcast, c'est une nouvelle façon d'écouter, mais c'est surtout une nouvelle façon, de rencontrer en fait le public. C'est-à-dire que depuis le confinement, il y a plus de consommation à la demande non linéaire, etc. Donc c'est bien d'explorer ces nouvelles habitudes, de les rencontrer, puisque nous, ce qu'on souhaite en tant que média radio, et aussi je parle au nom de la presse, puisque c'est aussi la démarche des Échos et du Parisien, et ça rejoint ce que tu disais, Katia. En fait, je pense que pour construire des audiences, il faut incarner sa ligne éditoriale, sa marque, être en cohérence avec la marque qu'on a toujours proposée, et vraiment singulariser, c'est une démarche de renforcer ses points forts pour aller rencontrer donc les auditeurs qui nous consomment déjà et ceux qui nous connaissent pas mais qui vont se reconnaître dans le discours porté par chaque marque. Mais pardon, je me suis un peu perdue en cours de route. Non, mais y a pas de souci. Mais en gros, l'idée, c'est donc de rencontrer nos auditeurs, etc. Mais je voudrais pas qu'on dévalorise non plus la radio. Enfin, la radio, c'est quand même un média d'accompagnement qui est là au quotidien, qui est vraiment et qui touche 6 Français sur 10. Voilà, qui est ancré dans la vie des Français, en général dans des temps de rituel, c'est-à-dire le matin, le soir. Et il y a une dimension qui est très... c'est un média très authentique, de rapport très fort entre l'auditeur et l'animateur qui est écouté. Et c'est un média de communion, d'une certaine façon, dans le sens où, comme vous le disiez, on n'est pas chacun avec sa petite émission. Il y a une façon de se dire « Ah ben tiens, j'écoute la même émission qu'un tel à la même heure ». Et par ailleurs, la vertu du flux, c'est que, en fait... alors c'est super, moi j'aime beaucoup en effet aller consommer ce qui m'intéresse, etc. Mais il faut faire attention, quand on consomme que ce qui nous intéresse, on s'inscrit aussi dans un espèce de couloir. Et la radio, avec sa proposition, sa ligne éditoriale, même si elle est spécifique, par exemple chez Radio Classique, c'est quand même beaucoup de la musique classique, vous n'allez pas découvrir du rock quoique parfois avec Bande à part le dimanche après-midi, on peut se poser la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les propositions et les choix éditoriaux qui sont faits
permettent à l'auditeur d'aller découvrir telle ou telle musique ou thème ou support ou information ou culture, livre, etc. Et ça, c'est vraiment une richesse. Et je pense qu'il y a plutôt une logique de complémentarité plutôt que d'opposition entre ces deux médias. Et c'est ce que je voulais dire. Je vous remercie. Il y a un cinquième intervenant qui est arrivé un petit peu en retard. On va lui donner la parole. Et justement, lui aussi, il vient compléter cette offre audio. Il va nous expliquer un petit peu ce qu'il fait. Avance un peu, François. C'est la presse au futur. C'est le rendez-vous de la presse. Et il y a un exposant ici qui s'appelle Via Life, que tu représentes, qui a comme pour métier de distribuer la presse. Et depuis quelque temps, tu distribues la presse sous forme audio. Exactement. Alors déjà, je suis ravi d'être parmi vous. Désolé à cause d'un colis abandonné. Donc désolé de ne pas pu être présent à l'heure. Oui, en effet, Via Life est le partenaire des éditeurs sur toute la partie commercialisation de vente d'abonnements. Et en parallèle, avec son entité Via Life Digital, en effet, on s'est posé la question de cette consommation de la presse et notamment en audio. Et donc aujourd'hui, on est en capacité d'aller transformer en audio tout type de contenu d'un magazine, de le transporter, en fait, de le transposer dans des liseuses qu'on a pu développer à la fois sur desktop et les applications. Mais l'enjeu, en fait, c'est de laisser en effet cet audio bloqué dans les applications, mais d'aller là où la presse papier ne peut pas aller, donc dans les voitures connectées, par exemple. Et donc, en effet, on est parti du principe, et là ça va être un peu le contre-pied par rapport à la radio. On est parti du principe que l'abonné en fait à un magazine qui s'abonne en fait parce qu'il a une passion, un centre d'intérêt, une envie, doit pouvoir consommer sa passion, en tout cas écouter les contenus liés à sa passion n'importe où il peut se trouver, et notamment dans sa voiture. Donc aujourd'hui, on est en mesure en fait d'aller porter cet audio dans les voitures connectées, que ce soit du CarPlay ou du Android Auto, et donc permettre à un abonné sur son poste de radio, sur son poste en fait dans sa voiture, d'écouter ses contenus. Donc là, on est sur des solutions automatisées. On en parlait un tout petit peu avant que tu arrives. On est sur des logiciels type Microsoft, Text-to-Speak, avec les imperfections qu'il peut y avoir, avec le fait que parfois, dans la presse écrite, on a des phrases longues, ça peut être un peu compliqué. On risque de se perdre un peu là-dessus. Pour autant, comme on le disait sur les articles, notamment de la Tribune, les chiffres sont là, c'est imparable. Oui, en fait, aujourd'hui, en effet, il y a quelques imperfections, mais qu'on tend à corriger. L'objectif, en fait, de cet audio, c'est de tendre le plus possible vers la voix naturelle. Donc, on va aller travailler les ponctuations, les intonations, les débits des voix, aller jusqu'à, en fait, utiliser une voix qui correspond au genre de l'auteur, une voix homme, une voix femme, ou des interviews si c'est femme-homme, d'avoir, en fait, de retrouver ce mode d'interview de telle sorte que ce soit plus agréable. Et puis... en effet, autant le journaliste en fait, qui écrivait pour la presse écrite a dû s'adapter à écrire en fait, pour le digital, en fait, on pense qu'aujourd'hui, le journaliste va devoir aussi s'adapter à un écrit généré en audio et agréable à l'écoute. Donc avec typiquement des phrases peut-être plus courtes. Et puis, via des logiciels de phonétique, on va modifier en fait, certains sons de telle sorte qu'un Via Life se dise « I » et se dise pas « I » dans le texte. Donc voilà, donc en fait, c'est ce dictionnaire en fait, de noms propres et de noms communs qui permettent d'aller retrouver des noms qui seraient prononcés comme si en fait, on les prononçait de façon naturelle. Je voudrais revenir à vous, Katia. Vous êtes devenu en l'espace de 5 ans un des plus gros producteurs de podcasts en France, on n'a pas peur de le dire. Comment se fait le référencement des podcasts? Parce qu'au début, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de contenu. Comment ça marche? Alors, c'est plus pareil aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans. C'est vrai qu'il y a 5 ans, il y avait moins d'offres. La clé pour faire émerger les écoutes sur l'écosystème des plateformes, donc des agrégateurs de podcasts et des plateformes de streaming qui distribuent du podcast, ça va être à la fois des logiques éditoriales, c'est-à-dire qu'il y a des sélections qui sont faites par des êtres humains, je pense notamment à Apple Podcast, qui éditorialise énormément sa une, qui met en avant d'ailleurs beaucoup les marques médias
de référence, la radio, la presse, parce qu'il y a déjà une notoriété forte et on sait voilà, le niveau de qualité et l'exigence éditoriale qu'on peut retrouver derrière. Il y a des logiques algorithmiques de remontée, notamment dans les classements, notamment avec des effets de taux de complétion, de likes, etc. Donc c'est des logiques algorithmiques et de SEO, mais qui sont propres, qui sont très différents du reste du digital web. Et puis après, au-delà des audiences sur les plateformes, et c'est un vrai potentiel pour les marques médias, il y a énormément d'écoutes qui se font hors des plateformes, sur les écosystèmes des sites médias. Il y a énormément d'écoute, si je ne me trompe pas, en tout cas sur nos clients médias, aujourd'hui, à peu près, en moyenne, c'est 50-50. 50% des écoutes se font sur l'écosystème de la marque média, sur les applications, sur les sites, à partir des newsletters, des réseaux sociaux, etc. Et 50% sur les plateformes de podcast. Ça peut être variable en fonction de est-ce que c'est un nouveau podcast, on va plutôt être sur peut-être du 80-20, ou si c'est un podcast étalé avec beaucoup d'abonnements sur les plateformes. Sur les plateformes, il y a une logique d'abonnement qui est très intéressante, qui va vous permettre en fait de fidéliser les auditeurs qui auront apprécié votre contenu. C'est vrai qu'il y a des logiques marketing et de distribution qui sont pas les mêmes, donc c'est des choses qui sont spécifiques. C'est aussi pour ça que on collabore. Moi, je pense qu'on a tous beaucoup à s'apporter, voilà, en termes d'échange de savoir-faire. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure du groupe CMI qui a pris une participation chez nous il y a 1 an. On est un peu leur expert audio pour l'ensemble de leurs marques, pour les aider à audioiser notamment la marque Elle et voilà, toutes les autres très belles marques, version Femina, Télé 7 jours, etc., Marianne, etc., qu'ils ont au sein du groupe. On est leur expert aussi sur la commercialisation audio qui fonctionne différemment. Ça leur permet d'avoir la garantie que les contenus, par exemple de brand content ou les campagnes de sponsoring vont être faits par un acteur reconnu pour la qualité de ses productions. Et de la même manière, eux, ils ont énormément de choses à nous apporter pour développer notre audience. Aujourd'hui, nous, on est nés dans le podcast, donc on a une audience qui est 100% déjà naturelle, qui s'est créée par le bouche à oreille, qui s'est créée sur la viralisation des contenus. Il faut savoir que c'est toujours le premier levier aujourd'hui en termes de communication d'un podcast, c'est le bouche à oreille. Et d'ailleurs, je vois dans ton petit tableau, on a des documentaires qui sont sortis il y a 4 ans, qui continuent à faire 20-25 000 écoutes chaque mois, parce qu'en fait, les gens continuent de s'en parler, ça continue d'être des références journalistiques. Comme ou peut-être Une nuit qu'on a produit sur l'inceste. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de synergie entre les groupes médias traditionnels et les nouveaux acteurs du podcast. Et on peut s'apprendre énormément de choses les uns les autres. Nous, on a intérêt d'aller toucher aussi des audiences en dehors du podcast, des gens qui ne sont pas encore sur les plateformes. Pourquoi pas pour les amener sur les plateformes ou pour écouter nos contenus sur tout un tas d'autres touchpoints comme des sites internet, des newsletters, etc. Et comme on fait beaucoup de contenu très narratif, on exporte aussi, nous, les contenus audio pour l'écrit. Donc on a aujourd'hui à date créé 5 livres qui ont plutôt bien fonctionné. On a une vraie proximité entre l'édition et le podcast et les contenus narratifs qu'on produit. On commence à adapter aussi certains de nos podcasts pour l'audiovisuel. Et puis demain, avec le groupe CMI qui se développe, avec Editis, on a encore tout un tas d'autres synergies à creuser et à développer. Quand vous travaillez vos podcasts sur les réseaux sociaux, on est un peu obligé de rajouter des images parce que les fichiers audio, c'est pas suffisant. Alors, nous, on aime beaucoup mettre en exergue les mots. Et donc, on revient encore une fois à l'écrit. Alors oui, l'image, ça peut faire sens, mais je peux vous assurer que nous, une grande partie des témoignages qu'on a, et qui sont des témoignages puissants, si on met leur visage en ligne, il n'y a plus le témoignage. Donc, on va les rendre visuels différemment. Déjà, moi, j'aime beaucoup dire que l'audio est un média très visuel. Si vous écoutez aujourd'hui certains de nos podcasts, certains de nos documentaires, vous fermez les yeux, vous savez où vous êtes. Vous savez que vous êtes dans une salle bondée pendant les élections américaines. Vous savez que vous êtes dans l'intimité d'une chambre lors d'une interview très intimiste. Et ça fait partie des spécificités de l'écriture podcast et l'écriture narrative. C'est d'aider l'auditeur à se visualiser. Et donc, si on colle trop de photos, si on colle trop de vidéos autour de ça,
Parfois, ça peut faire sens, c'est le cas de certains formats de podcast vidéo, mais parfois, il vaut mieux ne pas le faire. Il faut mieux utiliser l'illustration. Je me permets de vous arrêter, sur Spotify, ça y est, ils ont lancé le podcast vidéo. Il y a certains formats où ça fait sens. Il y a certains formats de talk, par exemple, où effectivement, ça peut être intéressant. Et ça peut permettre aussi de distribuer les contenus podcasts sur d'autres plateformes. Nous, on commence à distribuer aussi sur YouTube dans cette logique d'aller enrichir l'audience. Mais c'est pas du tout les mêmes durées. Honnêtement, un épisode de passage qui dure 40 minutes où on a un taux de complétion à 95%, ça veut dire que les gens écoutent tout de la première à la dernière minute. Le même épisode sur YouTube, les gens vont rester 10 minutes parce que la consommation sur YouTube n'est pas la même. Donc, et encore une fois, quand vous lancez un podcast dans le métro ou en marchant, vous avez une concentration et vous avez un engagement qui est beaucoup plus fort que quand vous êtes sur YouTube où vous avez énormément de sollicitations et vous allez plutôt être là pour découvrir des nouvelles choses. Tout ça est complémentaire. Le podcast vidéo peut apporter à certains formats aussi des synergies économiques intéressantes parce que vous pouvez produire un format vidéo si vous le pensez aussi pour l'audio en même temps. Ça va être intéressant économiquement parlant de faire les deux en même temps. Mais ce n'est pas systématique. Encore une fois, nous, je pense que sur la partie Louis Média, 95% de ce qu'on fait ne ferait pas sens en vidéo. Et ce n'est pas l'objectif à tout prix de se développer. Il y a d'autres moyens de le faire. L'illustration pour diffuser des podcasts est un très bon moyen. L'utilisation des mots-clés, des citations, des quotes est aussi un très bon moyen d'exposer son contenu. Et les formats marchent autant sur les réseaux sociaux. Il nous reste 5 minutes pour conclure. J'aimerais qu'on redonne la parole à Gilles, en tant qu'expert média, 35 ans de radio, je le disais. Maintenant, aujourd'hui, dans une nouvelle aventure autour du podcast. Je vais vous poser tous les quatre la même question. L'inconvénient pour lui, c'est que c'est le premier. Et c'est toujours... Oui, mais du coup, je peux dire plein de choses. L'avenir de l'audio, l'avenir de l'audio digital sur les prochaines années, à titre personnel, ça va être peut-être plus simple. Et en général, vous avez 1 minute chacun pour pitcher. Moi, je pense que c'est un marché énorme qui s'ouvre. Il y a des marchés... Il y a des marchés énormes en volume. Il y a énormément de marchés de niche également. Donc, il va y en avoir pour tout le monde. Et effectivement, on est au début de l'aventure. Aujourd'hui, le modèle économique du podcast grand public n'existe pas encore tout à fait, mais il va sans doute exister dans quelques années. Je pense qu'effectivement, la voiture autonome va être un formidable accélérateur pour le podcast, parce que la voiture va devenir une salle de spectacle, audio et même vidéo, là où aujourd'hui, ça n'est qu'un moyen de transport. Voilà, il faut savoir aussi que quand on écoute un podcast, dans 80% des cas, on fait autre chose en même temps. Donc je rejoins ce que dit Katia sur le fait que l'image n'est pas forcément nécessaire, voire contre-productive. Et en revanche, quand on écoute un podcast, on se fabrique ses propres images sur son référentiel culturel, et les images qu'on se fabrique sont toujours plus belles que celles qu'on nous impose. Donc c'est aussi la force du podcast, c'est qu'on se fabrique des belles images avec le podcast, et le travail de sound design permet à l'auditeur de se fabriquer des belles images. Donc le marché, voilà, je suis pas Madame Irma, je pense que le marché est énorme et il va y avoir énormément d'acteurs, beaucoup de concentration d'acteurs aussi, parce que les enjeux financiers là aussi sont énormes, mais il y aura aussi une multitude de petits acteurs, peut-être sur des marchés de niche, et j'espère en faire partie. Après une pour Radio Classique. Eh bien, écoutez, nous, l'avenir de l'audio et de la radio, donc comme je le disais, l'audio et la radio sont complémentaires, donc on va continuer cette transition en douceur vers l'audio et en gardant notre radio forte. Donc, grâce, je l'évoquais tout à l'heure, de technologies, donc je pense que la radio et l'audio indoor, comme on dit, ça sera plutôt l'IP, et en effet avec tout ce qui est podcast et aussi la radio traditionnelle, et outdoor, donc ça sera plus donc dans les voitures, à l'extérieur, etc. Ça sera plus avec grâce au DAB+. Je pense que l'avenir de l'audio est devant lui, parce qu'en fait, comment dire. En fait, l'oral, c'est quand même une tradition qu'on a depuis assez longtemps. Enfin, donc il change de forme régulièrement, etc. Donc là, ça se diversifie, ça s'enrichit. Et donc, nous, on est prêts à relever le défi, puisqu'on aime nos auditeurs et on compte bien rester proche d'eux. Merci. Jean-Paul, l'avenir de la CPM et de l'audio. L'avenir de la CPM. Nous, alors je dirais, on surfe sur le phénomène, c'est-à-dire que la digitalisation des médias fait que tout est mesurable. Et au grand
bonheur des annonceurs. La télé, la radio, il y a encore quelques années, n'était pas quantifiable. On faisait des panels, on faisait des statistiques pour estimer. Aujourd'hui, on est capable de le mesurer. Donc forcément, nous, en tant qu'experts du contrôle de ce qu'on appelle les logs de diffusion, les données de voix de retour, bah forcément, ça va enrichir toutes les mesures et donc tous les formats. Je crois que justement, comme je l'ai dit un petit peu, il y en a pour tous les goûts maintenant. Et en fait, c'est ça qui va être important, c'est que la radio existera, la télévision existera, la presse existera sous sa forme originelle, à savoir le papier, parce que c'est des moments très distincts, très définis dans le temps pour les utilisateurs. On ne peut pas imaginer effectivement regarder une Coupe du Monde en replay. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça, il y a des grands moments, il y a des grands rendez-vous qui seront de toute façon sur ces médias traditionnels. En revanche, je crois qu'il y aura beaucoup d'offres. Et cette offre permettra effectivement de consommer plus à n'importe quel moment. Donc les voitures, c'est une possibilité, mais on peut tout imaginer. Je pense qu'il va simplement falloir, moi si j'avais un conseil, mais c'est toujours très facile quand on est hors du truc, c'est garder sa spécificité. Tu parlais justement de ces podcasts maintenant sur des plateformes vidéo. C'est pas pour l'utilisateur. On sait très bien que c'est pour monétiser, que là aujourd'hui la vidéo est mieux monétisée que l'audio et que YouTube paye bien. Donc c'est normal, on va chercher là. Mais dans les faits, je crois que c'est sa spécificité. Pourquoi le podcast fonctionne? Parce qu'il est spécifique. Pourquoi la radio fonctionne? C'est parce qu'elle est spécifique, etc. etc. Donc nous, on est ravis d'accompagner ça. Et avec les podcasts, avec le streaming, avec l'affichage extérieur digital, avec tous les formats qui naissent, en fait, on est ravis d'arriver au début de ces créations finalement pour les faire exister dans un écosystème publicitaire, parce qu'effectivement, parfois il n'y a pas d'aide et il faut un petit peu de sous d'annonceurs pour vivre et pour exister et pour créer. Donc la CPM est là pour accompagner justement ces créateurs de contenu et montrer, attention, il se passe quelque chose, il y a des chiffres, il y a des consommations et il y a des consommateurs derrière que vous pourriez toucher. Voilà. Katia, en une minute, vraiment. Non, mais on n'est vraiment qu'au début. La publicité audio, digitale et podcast continue à se développer énormément et elle se développera avec l'audience. Oui, parfois, le podcast, ça coûte plus cher à produire que juste écrire un texte parce qu'il y a de la production, de la musique, etc. Mais les CPM n'ont aussi rien à voir. Donc il y a vraiment un essor économique qui est en train de se faire et beaucoup trouvent leur équilibre et commencent à gagner de l'argent avec ça. C'est d'ailleurs pour ça que sur la partie Louis Créative et l'accompagnement qu'on fait des médias, nous on vient d'être certifié Calliope pour continuer à renforcer cet accompagnement et la formation. Je pense que tous les médias ont énormément à gagner parce qu'ils ont déjà une audience, ils ont déjà eu un engagement, des abonnés, une ligne éditoriale et je pense que les 5 prochaines années va vraiment être l'essor des marques médias traditionnelles dans l'audio. Les 5 dernières ont permis l'essor des acteurs natifs et là, à travers les consolidations et les partenariats qui se mettent en place, on va continuer de voir des frontières qui s'atténuent entre tous les différents médias et pour avoir une vraie diversité et un vrai marché, un vrai nouveau marché digital passionnant. Merci beaucoup. François, tu as déjà parlé du futur tout à l'heure, parce que tu nous as un petit peu expliqué la fin. Je voudrais juste, désolé François, présenter ce monsieur rapidement, puisqu'on parle beaucoup d'innovation, et il a un stand juste à côté où monsieur est un chercheur. À la base, rencontrez-le, vous allez voir, c'est déjà une simple rencontre, un phénomène. Et allez faire son expérimentation, juste en 1 minute, vraiment, tu nous parles de ton expérimentation. Bonjour, je suis Georges Chérita, société 3D Individual Audio System. Nous sommes une société d'études et de recherche et nous sommes justement dans l'esprit de ce salon, la prise du futur. Parce que le futur, il commence aujourd'hui et nous, on a pensé de reproduire tous les systèmes audio en son spatial 3D. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport avec la presse, vous transposez l'auditeur à l'intérieur du contenu que vous diffusez. Et en plus, je profite de cette occasion de vous informer que nous organisons une salle de spectacle, un spectacle avec une sonorisation en son 3D. Ça veut dire
que n'importe où vous êtes placé dans la salle, chacun d'entre vous, il va avoir l'impression qu'il est assis sur la scène et on a la possibilité de vous chuchoter différemment à l'oreille gauche et à l'oreille droite. Nous sommes dans l'ère du temps parce que les États-Unis, de quelques mois, s'était ouvert un centre uniquement pour le son 3D dans lequel ils ont investi 100 millions de dollars. Je vous invite sur notre stand 55 et on vous fait des démonstrations de sensibilisation de qu'est-ce qu'il va être le futur. Et le futur, il est aujourd'hui. Merci. Merci, merci. Faites-le, vraiment, c'est bluffant. Merci à vous tous. Merci encore.